Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est revenu le temps des cathédrales. Oui, il était temps effectivement que Notre-Dame de Paris retrouve sa splendeur. Mais elle n'était pas seule. Ils étaient très nombreux à être venus samedi soir. Et quels enseignements, les enseignements religieux, la décoration, tout cela on en a parlé. Mais politiquement et géopolitiquement, qu'est-ce qu'on peut en retenir? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes, mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi vint le soleil, et la revoilà de ses merveilles. Il est venu le temps de l'Alléluia. Le temps de l'Alléluia est revenu, oui, très belle interprétation par Vianney de la très célèbre et cultissime chanson de Leonard Cohen, Alléluia bien sûr. Alors, ils étaient effectivement tous là, c'était vraiment un parvis, le parvis, la nef remplie, chef d'État nationaux, donc Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, et Biden, qui est encore président jusqu'au 20 janvier, représenté par sa femme et sa fille. Volodymyr Zelensky était également présent, Serge Mattarella, Italie, avec Giorgia Meloni, Franz Walter Steinmeier, Andrzej Duda de Pologne, Salomé Jourabishvili de Géorgie, Jourabishvili, le roi Philippe d'Espagne, Mohamed VI du Maroc, Abdallah de Jordanie, Philippe et Mathilde de Belgique, etc., etc. Et le prince William qui représentait le Royaume-Uni. Et en fait, et puis beaucoup d'autres encore. Et puis évidemment, il y a deux personnes qui ont focalisé, et vous avez tous vu évidemment, tous et toutes vu les images à la télévision, sur les réseaux sociaux, de cette espèce d'assemblage et de tous qui regardaient, effectivement, fixés, un peu, non pas tétanisés, mais vraiment un peu sidérés par l'homme à la houppette orange, Donald Trump, et le Tesla X-Boy et compagnie, Elon Musk. Et cette photo d'Elon Musk traversant effectivement la nef sous les yeux des spectateurs, hommes politiques et compagnie. Charles Gave, qu'est-ce que ça vous inspire, ce grand conclave? Ça m'a beaucoup amusé parce que quand j'étais jeune, j'ai vu toute une série de westerns qui étaient tous meilleurs les uns que les autres. Et dans la plupart des westerns, vous savez, il y avait des méchants garçons qui foutaient la ville en l'air. Et puis il y avait le shérif qui revenait. Et puis parfois avec un acolyte qui était un peu douteux, vaguement comme Dean Martin, qui était un petit peu... Rio Bravo, le train sifflera 3 fois, Gary Cooper. Ouais. Et là, c'était le retour du shérif. Ah ouais. Et on sentait qu'ils avaient tous peur. Ils avaient peur carrément. Ils avaient peur de lui parce que... Pourquoi? Parce que c'est le retour de celui qui représente le peuple. Et eux, ils ne représentent rien, si c'était cette classe qui a essayé de prendre le pouvoir dont j'ai parlé si longtemps. Et il était accompagné par son prophète. J'ai dit chez vous que Musk, c'était le Solzhenitsyn de notre époque, c'est-à-dire celui qui, étant passé par toutes les saloperies, Solzhenitsyn, il était le goulag, ce qui était nécessaire pour comprendre l'Union soviétique. Et je crois que Musk, il est passé par les États-Unis pour devenir milliardaire, et il représente un peu le rêve américain à son paroxysme. Et en plus, il a une mission parce que les woke ont tué un de ses fils. Vous savez... Ouais, ont tué entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont transformé un de ses fils, oui. Qui est devenu transgenre, etc. Je crois qu'il en est mort d'ailleurs. Et donc, les deux sont des hommes qui ont une mission, qui portent quelque chose. Vous pensez qu'ils sont vraiment... Ils sont habités. Ils sont habités par une mission. Oui. Ils sont habités par une mission. Et c'est ça que tous ces autres qui sont habités par le désir de rester dans les postes importants ont eu peur parce que c'était une condamnation vivante de ce qu'ils ne sont pas.
Et ce parterre d'anciens présidents, Absolument. de députés... Et qu'il regardait, j'ai vu que, par exemple, Barnier regardait le président américain presque méchamment, quoi. Il était... parce que Barnier aurait pu être, s'il avait accepté la mission, s'il avait eu ce courage, il aurait pu être un de ceux-là. S'il avait présenté un vrai programme, quoi. S'il avait présenté un vrai programme, mais s'il a un programme de rupture avec tous ceux qui étaient autour de lui. Et lui, il l'a pas fait. Et donc, il devait sentir une espèce de tristesse à l'idée de dire, j'aurais pu être celui qui recevait, en quelque sorte, Trump d'égal à égal. Oui. Et non. Il l'a pas fait. Et il y a eu aussi cette entrevue juste avant la rencontre de Notre-Dame entre Zelensky et Trump avec Macron, bien sûr, et on les a vus poser les trois. Et on a vu on leur avait donné leurs ordres de mission, et c'était, ils étaient comme deux petits garçons. Vous exagérez pas un peu, cher Charles Gave, quand même? Pas du tout. Non. Je crois qu'il leur avait... Il leur avait chanté la chanson, et je crois qu'il leur avait dit... Il dansait sur les paroles et le rythme. Il leur a dit, vous danserez comme quand je vous le dirai. Et en fait, c'est vrai. Alors, allons plus loin, justement. Qu'est-ce que ça traduit, en fait, l'arrivée de Trump, de Musk, de Robert Kennedy Jr., justement, et on va parler ensuite de la série. De Patel. Tulsi Gabbard, de Kash Patel au FBI. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit, si vous voulez... la première fois, Trump s'est fait avoir. C'est-à-dire qu'il est arrivé et il s'est entouré de gens qui faisaient partie de cet état profond, tout en disant qu'ils voulaient le détruire. Mais il n'avait pas d'expérience. Et puis, ils l'ont tellement fait braire, et pendant son premier mandat, et ensuite, quand il s'est présenté, ils ont essayé d'utiliser toutes les armes, et en particulier la justice, pour le faire tomber. Et ils n'y sont pas arrivés. Et donc, ce que ça veut dire, c'est le grand retour de ce que j'appelle la légitimité. C'est-à-dire, vous savez que pour qu'un système politique fonctionne, il faut qu'il y ait une adéquation entre la légalité et la légitimité. Et que les élections ont donné à Trump, puisqu'il a eu le vote populaire et le vote des grands électeurs, c'est ça. Et maintenant, il est à la fois légal et légitime aux yeux du peuple américain. Et partout, on a essayé d'enlever cette notion de légitimité. Par exemple, il est évident que l'Europe n'est pas légitime. Elle est peut-être légale, mais elle n'est pas légitime. Mais l'Union européenne, c'est ça, oui. Le président français est légal aujourd'hui, mais n'est plus légitime, ce qui est d'ailleurs une contradiction en termes gaullistes, puisque dès que De Gaulle n'est plus sorti légitime, il est parti, qui était quand même le fondateur. Et donc, on se retrouve avec le retour de la politique sur le management. Ouais. C'est-à-dire que le management avait pris la place de la politique, la financiarisation, la bureaucratisation, l'administration. Tout était fait par des petits hommes gris, et c'est la victoire des hommes libres sur les petits hommes gris. Et je veux dire que ça me remplit d'aise et de bonheur. Oui, je vous sens beaucoup plus optimiste qu'à l'accoutumée. Voilà, c'est d'ailleurs que j'ai rarement été assez optimiste, puisque je dis qu'on va assister à la deuxième chute du mur de Berlin. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est un livre que j'avais écrit il y a 1 an, dans lequel je disais l'empire du mal, c'était l'Union soviétique, et puis il est tombé, et on s'est dit chouette, on va pouvoir vivre libre, et il a été remplacé par l'empire du mensonge. C'est-à-dire ces gens qui prétendaient avoir une vision à long terme, etc., et qui en fait voulaient prendre le pouvoir pour leur caste, et même au niveau mondial. Et ce projet est en train de s'écrouler, c'est-à-dire qu'on va revenir les nations. Et Jean-Paul II disait qu'une démocratie ne peut pas exister en dehors d'une nation, parce que dans une nation, celui qui a perdu accepte d'avoir perdu. Alors et c'était Jean-Claude Juncker qui disait le pouvoir européen ira plus loin que la démocratie. Enfin, c'était pas exactement ça. On ne peut pas réformer l'Europe de façon démocratique. Voilà. C'est ce qu'il avait dit. Ce qui était une monstruosité. C'est-à-dire, ils savent tous qu'ils ne sont pas démocratiques. Ils nous chantent la petite chanson de la démocratie. Je suis là pour protéger la démocratie. Mais en fait, ils protègent les intérêts d'une classe parfaitement déterminée. Et c'est donc la victoire de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Alors, on va continuer d'en parler juste après cette petite pause, parce que justement, qu'est-ce que ça signifie à la fois pour l'Europe, en général, pour la France en particulier et pour nous, ce qui s'est passé, ce qui a sonné à Notre-Dame. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le président de l'Institut des Libertés, Charles Gave, qui vient d'écrire un bouquin sur l'épargne. Oui. Mais là, on va pas s'épargner notre effort, on l'avait reçu d'ailleurs pour ça, pour dire au fond quel serait et quel sera l'impact de cette nouvelle équipe qui s'installe, je le rappelle, le 20 janvier prochain à Washington et ailleurs. Donc l'impact de... Alors on a parlé un peu de qui ils sont, mais au niveau de l'Europe en général et de la France en particulier, Charles Gave. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. Je crois que le programme, on le connaît tous, c'est America First. Clair. Ça, c'est net et c'est précis. On va s'occuper d'abord de notre pays, de notre peuple, quoi. On va s'occuper d'abord des intérêts du pays. Ce que devrait faire tout gouvernement, d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on a cessé de faire en Europe il y a déjà un petit moment. Donc, et dès le départ, Trump a annoncé la couleur. Il va s'intéresser à la défense de l'Europe, et qui est assurée par les États-Unis depuis 1945, mettons. Et là, ça devient intéressant parce que les Finlandais, qui savent de quoi ils parlent, ont un proverbe que j'aime beaucoup qui dit dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Vous savez, ils avaient d'un côté la Suède, qui était une grande puissance, de l'autre côté de la Russie, donc ils savaient de quoi ils parlaient. Hein. Et en Europe, on a décidé d'avoir l'armée du pays d'à côté, que ce serait les États-Unis, il y a longtemps. Donc on n'a plus d'armée. On avait le parapluie américain, voilà. Et donc on pouvait se permettre de tailler des croupières économiquement aux États-Unis parce qu'on n'avait pas à supporter 3 ou 4% de budget de défense nationale. Donc c'était... Et maintenant, ce que dit Trump, c'est si vous voulez que l'armée des États-Unis reste, ça va vous coûter tant. Bon. Imaginons qu'on dise non, on n'a pas les moyens, on peut pas, etc. Parce qu'on peut pas débourser 4 ou 600 milliards d'euros comme ça, boum, pour d'un seul coup. Vu la dette, on la connaît. Vu la dette, vu notre situation de nos budgets, aussi bien en Allemagne qu'en France que partout, on peut pas. Donc ça veut dire qu'il n'est pas impossible que l'armée américaine s'en aille. Ah, vous pensez qu'il irait jusque-là ? Enlever les centaines de bases de l'OTAN oui, mais en même temps, pourquoi resterait-il hein, l'Europe, il n'y a plus grand-chose d'économique qui se passe en Europe. Hein, s'il doit mettre des armées, c'est plutôt sur l'autre océan, sur le Pacifique. C'est plus... Il y a un pays qui continuera à avoir des relations, c'est la Grande-Bretagne, parce que c'est en quelque sorte, c'est la mer. On ne va pas laisser tomber sa mer, mais les autres... Et à ce moment-là, si vous devez vous poser la question, s'il n'y a plus d'armée locale, s'il n'y a plus l'armée américaine, quelles sont les armées qui peuvent nous protéger, s'occuper de nous Et il n'y en a que 2 en Europe. C'est l'armée turque ou l'armée russe. Intéressante perspective. Et donc, il va falloir que l'Europe fasse le choix dans les années qui viennent entre l'armée turque ou l'armée russe. Et il y a un certain nombre de gens qui, au cas où on choisirait l'armée russe, vont devoir bouffer leur chapeau. Et plus que ça. Ouais. Mais quand vous et dites-moi, et pourquoi on ferait pas, enfin tout le monde parle depuis quelque temps de l'armée européenne. Mais c'est pas possible ça. Vous allez pas envoyer des avocats bruxellois qui ont 50 ans, qui sont buveurs de bière, courir dans les Aurès. Hein, c'est une armée, c'est fait de gens jeunes. C'est pas fait de 45 ans, 50 ans, 60 ans. Oui, vous regardez si on peut pas payer nos retraites parce qu'on n'a plus d'enfants, je vois pas comment on peut avoir une armée. C'est le même problème. Les deux sont joints. Donc, oui, ça va être un gros problème. Et alors, oui, c'est ça. Et donc, effectivement, on peut se poser... C'est-à-dire, en fait, on va être, comment dire, c'est Rimbaud qui disait « Nous voici remis sur terre face à la réalité rugueuse à étreindre. Voilà. C'est ça. On est face à nous-mêmes, quoi. On est face à nous-mêmes et on va devoir payer toutes les erreurs qui ont été faites depuis depuis 30-40 ans. Et c'est le moment où la note va être présentée. Oui, ça va risquer d'être un petit peu délicat. Et là, ou alors, il y a une autre possibilité, si vous voulez, c'est que la France, l'Italie, l'Espagne décident d'unir leurs forces pour protéger la Méditerranée. Ouais. Mais à ce moment-là, ça implique qu'on le fasse en dehors de l'OTAN. Puisque pour l'instant, l'OTAN et les bases de l'OTAN qui protègent la Méditerranée sont en Italie. Et donc, il va falloir revoir complètement notre doctrine militaire.
Oui, vaste programme, comme on dit. Surtout que les généraux sont toujours excellents pour se battre en fonction de la guerre précédente. Mais la guerre suivante, en général, ils ne sont pas très préparés. Alors, on va parler de tout cela avec quelqu'un qui connaît